Bonjour. Saviez-vous qu'il existe en Europe un réseau discret, enterré, reliant ports, raffineries, dépôts, bases militaires et même certains aéroports civils? Un réseau capable d'absorber un pic de demande en carburant à l'échelle du continent. Comment l'OTAN a-t-elle construit cette autoroute souterraine du carburant? Et ce système, né pendant la guerre froide, est-il en train de redevenir vital? L'idée n'est pas nouvelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés posent plutôt pour Pipeline Under the Ocean, un oléoduc sous la Manche pour soutenir la logistique après le débarquement. La preuve est faite qu'un pipeline peut devenir une arme logistique. En 1958, l'OTAN lance en pleine guerre froide le CEPS pour Central Europe Pipeline System. À cette période, la tension en Europe monte. Khrouchtchev met la pression sur Berlin avec pour apogée la construction du mur de Berlin en 1961, symbole de l'établissement du rideau de fer. Le CEPS a alors pour objectif d'assurer un flux continu de produits raffinés, en particulier le carburant d'aviation, vers les forces déployées en Centre-Europe. Dès 1959, l'OTAN autorise l'usage civil des pipelines à une condition stricte, la priorité militaire absolue activable en cas de crise. Ce choix est pragmatique. En temps de paix, l'activité civile maintient le réseau opérationnel, entraîne les équipes et contribue au financement. En temps de crise, l'outil bascule alors facilement en mode militaire. Le réseau est alors construit progressivement dans les années 60. Le CEPS est un programme OTAN qui contient sa dose de bureaucratie. Il faut retenir qu'il y a 5 pays hôtes, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Il y a également les États-Unis, qui est une nation utilisatrice majeure du réseau. Chacune des nations hôtes sont responsables de leur section. En France, c'est le Service national des oléoducs interalliés, SNOI. Le réseau est exploité via une entreprise privée, la Société des transports par pipeline, abrégée en TRAPIL. En résumé, l'OTAN fixe les règles et la priorité militaire, chaque nation hôte exploite sa portion du réseau et l'ensemble est coordonné à l'échelle européenne. Concrètement, le CEPS, c'est environ 5300 km d'oléoducs, de 15 à 30 cm de diamètre, 35 dépôts, soit environ 1,2 million de mètres cubes, 16 postes de chargement par camion et 2 stations de chargement par train. Il est conçu comme un maillage, il n'alimente pas qu'une seule base, il connecte des points d'entrée maritimes, raffineries, dépôts et aéroports. Il est également raccordé à des oléoducs civils. Le CEPS transporte plusieurs produits raffinés, gazole, essence, fuel, naphtha et surtout le carburéacteur. Pour cela, il fonctionne par envoi de volumes successifs dans les oléoducs de produits différents qui sont poussés par le flux et les stations de pompage. Tout le savoir-faire de cette méthode réside dans la captation de la zone de mélange entre deux produits. En France, le réseau des oléoducs de défense commune représente environ 2200 km d'oléoducs interconnectés, 14 dépôts pétroliers totalisant 510 000 m3 de stockage à travers 82 réservoirs et 35 stations de pompage à haute pression. Il dispose de grands points d'entrée maritimes. Les oléoducs de défense commune assurent environ 50% des approvisionnements pétroliers des forces françaises grâce à 3 dépôts d'infrastructures, 5 dépôts essence-air sur des bases aériennes, et des connexions vers des dépôts civils et un complexe pétrochimique permettent aussi de soutenir l'activité économique nationale. Le CEPS, donc le réseau à l'échelle européenne, a une particularité concernant le carburéacteur. Il peut être stocké et bancarisé dans des réservoirs. Pour ordre de grandeur, la capacité de transport quotidienne est équivalente à environ 30 000 camions-citernes. Le CEPS s'insère dans un ensemble plus large, le NATO Pipeline System NPS, un regroupement de systèmes militaires de transport et stockage de carburant. La rationalisation est poussée encore plus loin avec la Single Fuel Policy, qui vise à utiliser un carburant pivot unique au maximum sur un théâtre d'opération, notamment pour l'aviation, afin de simplifier la logistique. C'est là tout l'intérêt des oléoducs, pouvoir acheminer rapidement des volumes importants en se passant de toute la lourdeur routière des camions. Côté civil, le CEPS peut livrer du carburant d'aviation à de grands aéroports civils comme Bruxelles, Francfort, Luxembourg, Schiphol ou Zurich. Cette dimension civile n'est pas un détail, elle fait du réseau un acteur logistique régional, pas seulement un outil de crise. Côté militaire, l'intérêt est la réactivité. Au début d'une opération, la demande peut augmenter très vite. Le pipeline permet de basculer en débit maximum, tandis que les dépôts jouent le rôle de tampon pour absorber les pics.
Et quand un site n'est pas raccordé, le réseau sert aussi de base de chargement. Camions et trains prennent le relais à partir des postes du système. Côté finance, le CEPS ne vend pas de carburant. Ce dernier reste la propriété des clients. Le CEPS vend des services, transport, stockage, chargement train-camion. Le paradoxe étant que le civil finance une grande partie de l'outil et qu'en cas de crise, la priorité militaire reprend la main. Dans un article de 2020, l'ordre de grandeur du budget annuel est proche de 135 millions d'euros, couvrant personnel, énergie de pompage et de chauffage, ainsi que de fonctionnement. Les revenus sont d'environ 110 millions d'euros, d'où environ 95 millions issus de l'activité civile. La différence est couverte par des contributions des nations et par des mécanismes financiers internes. Pour les investissements lourds, une partie peut relever du programme OTAN d'investissement et de sécurité, notamment pour les projets de maintien et modernisation. Cet organisme peut financer jusqu'à plus de 50% des investissements de maintien. Autre point, certains tronçons sont proches de la saturation avec une utilisation à plus de 90% des capacités 24 heures sur 24. En 2019, plus de 12 millions de mètres cubes ont ainsi transité, ce qui pose la question de l'investissement et de l'extension. Ainsi, les principaux utilisateurs, c'est-à-dire les aéroports civils et militaires, devraient faire en sorte d'allouer des fonds pour réduire ces goulots d'étranglement du flux. Après 1989, c'est-à-dire la fin de la guerre froide, le CEPS est rationalisé, mais ne disparaît pas. On pourrait alors imaginer que le CEPS devient secondaire. En réalité, il soutient des opérations expéditionnaires et des crises. Par exemple, pour les opérations en Libye, les livraisons à la base française d'Istres ont pu augmenter de 400% en quelques jours. On peut aussi citer l'appui à la campagne aérienne au-dessus du Kosovo, où la clause de priorité militaire a été invoquée pour réduire temporairement l'activité civile et réallouer les flux. C'est exactement la promesse du système. En temps de paix, il tourne comme une infrastructure économique. En crise, il devient un accélérateur logistique. Depuis le retour des tensions en Europe, l'OTAN réévalue le besoin minimal et pousse des investissements, modernisation, sécurité, capacité. Deux pistes reviennent souvent. La première piste est le multimodal, chargé puis transporté par rail vers des zones qui ne sont pas raccordées. Avec une capacité d'environ 6000 m3 par jour de carburant d'aviation, les limitantes sont les infrastructures et la disponibilité des trains et wagons. La seconde piste est une extension plus structurante par oléoduc, plus longue mais plus politique. Une extension à l'est testera donc la cohésion européenne autant que la technique. Finalement, le CEPS, c'est la logistique transformée en infrastructure. Un réseau né de la guerre froide, devenu un outil économique et qui retrouve aujourd'hui une dimension stratégique. L'Alliance et l'Europe ont su construire ensemble une infrastructure complexe, durable et encore utile. Son avenir dépendra de notre capacité à l'entretenir, à la moderniser et à l'adapter à de nouveaux théâtres. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve pour un prochain sujet.